Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus à nouveau sur un film de Kiyoshi Kurosawa. La semaine dernière c'était le moyen métrage Chime, aujourd'hui on va s'occuper de son nouveau long sorti une semaine après en France donc de plus de 2 heures, par contre celui-ci Cloud ou en version originale Cloud. Oui bon, c'est le même titre en gros, mais prononcé à la japonaise. Au casting, nous retrouvons des actrices et acteurs qu'on ne connaît pas forcément en France, mais on va citer le rôle principal, Masaki Suda, qui a joué notamment dans un des reboots de la série Kamen Rider, très jeune d'ailleurs, et qui reste assez novice au niveau donc de sa carrière cinématographique, puisqu'il a la trentaine. Le rôle féminin principal est tenu quant à lui par Kotone Furukawa, c'est aussi le jeune Daiken Okudaira, et aussi une apparition de quelqu'un qui a joué pour Takashi Miike et même fait une apparition chez Quentin Tarantino dans Kill Bill, mais aussi apparu dans Jellyfish de Kurosawa, à savoir Yoshiyuki Morishita. Alors précisons d'emblée que Cloud est assez différent de Chime, ce serait même son miroir un peu plus agressif, plus centré thriller voire film criminel, mais ça raconte plus ou moins la même chose thématiquement sur le monde moderne. On y suit ici un jeune homme qui a la trentaine, Ryosuke Yoshi, qui plaque tout du jour au lendemain ou presque, qui quitte son travail, on va dire, d'ouvrier pour vivre de la revente en ligne et se faire beaucoup plus d'argent que prévu. Et sa petite amie semble accepter l'idée, tant et si bien que le duo va vivre dans une maison plus grande, puisque les affaires vont très vite faire fructifier le patrimoine du jeune homme. Ils s'y installent, ils ont leur business là-bas, il y entasse les cartons, il a même un assistant, un jeune homme nommé, encore plus jeune pour le coup, Sano, mais à force de faire ses reventes en ligne et d'arnaquer clairement les clients, dès la première scène on le comprend, il va s'attirer les foudres de ceux-ci qui vont plus ou moins se réunir et former une vindicte populaire pour gâcher la vie de ce Yoshi qui va vivre une véritable descente aux enfers, loin donc de ce paradis qu'il a pu créer, un peu virtuel, grâce à Internet, justement. Et en ce sens, Cloud est une sorte de continuité beaucoup plus terre-à-terre et pas du tout fantastique sur le papier, quoique peut-être une zone spoiler pour la finalité quand même tombera dans ce podcast. Bref, disais-je, l'écho de Kairo, qui est sorti au début des années 2000 et qui parlait déjà de ce monde virtuel, moderne, Internet, duquel sortaient des fantômes. Bon, hein. Et c'est amusant puisque Chime lui faisait, on va dire, une sorte de continuité à Cure. Et oui, Cure, Kairo, deux des grands chefs-d'œuvre de ce metteur en scène. Alors, pour ce Cloud, c'est plus compliqué. J'ai apprécié l'intention et ça reste quand même un film fort réussi puisqu'il y a l'ambiance, l'intention de Kiyoshi Kurosawa et thématiquement c'est très fort. Cependant, à l'inverse d'un Chime qui était frustrant et qui coupait presque trop vite, mais on sentait le coup de poing et l'idée derrière, j'ai un petit peu ressenti des longueurs sur ce Cloud, notamment dans un dernier acte quasi interminable sur, on va dire, les actions, sans rentrer plus dans les détails, on va même lorgner par moments vers le film de guerre, de trancher sur certaines fusillades et assauts ou autres snipers cachés derrière des murs. Autres. J'exagère quasiment pas hein, sur ce point, on comprend l'idée, mais sur l'humain et sur, on va dire, la construction et la déconstruction de ce personnage principal, c'est assez brillant. C'est surtout par rapport, évidemment, à la représentation du monde hyper-capitaliste, néolibéral absolu, du Japon certes, mais pas que du Japon. Là où Chime frappait fort hein, sur le côté bruit métallique et aliénation du monde qui nous entoure par rapport à cette industrialisation sans cesse poussée à l'extrême d'un Japon qui va toujours trop vite. Là, on a un autre versant, si vous voulez, mais pareil, hein, l'idée du free market absolu, du cloud, donc service sur Internet, où les gens se croient à peu près tout permis et utilisent le capitalisme autour pour en faire un truc encore plus libéral et encore plus destructeur, puisque le personnage principal, sous couvert de prendre, on va dire, des bénéfices dans tous les sens, peut gâcher la vie de beaucoup de gens autour. Et certaines personnes, donc victimes de son ambition, ont aussi cette envie,
cette jalousie, si vous voulez, et sont de cette manière aliénés parce qu'ils voient ce monsieur donc réussir quelque chose, quand bien même il fasse défaut ou pas, etc. On a d'autres gens qui sont, on va dire, envieux et qui vont l'avoir mauvaise. Notamment cet ancien patron là, donc du coup, puisqu'au début il démissionne de son boulot très manutentionnaire ou quelque chose du genre, eh bien il a l'air gentil en plus le monsieur avec lui, eh bien il va vraiment le prendre en grippe et revenir en mode blasé, en mode tiens toi le jeune parvenu, tu penses que tu vas pouvoir être plus riche que moi en 2 semaines alors que moi j'ai trimé pendant 10 ans, c'est pas ce qu'il dit hein, mais dans l'intention c'est ça, et il va faire partie donc de cette vindicte populaire qui va réunir des gens qui se sentent blousés ou qui voient donc quelqu'un faire de la easy money, même un mafieux qui lui-même est rentré dans la corruption depuis des années et tout, et c'est assez intense là-dessus. Et évidemment, on est dans la déshumanisation totale. Le personnage principal de Ryosuke Yoshii nous est montré tel une coquille vide à 95% du temps. Dès le début, on le voit arnaquer sans vergogne, on le comprend, hein, des gens avec des boîtes, etc., qui rachètent beaucoup moins cher que prévu. D'ailleurs, il y a un gros jeu sur les cartons, etc., j'y reviendrai juste après, et on le sent aussi très peu concerné par sa petite amie, qui pourtant semble intéressée par le fait qu'elle puisse s'élever socialement grâce à lui, mais son mec, il ne va penser qu'au business, il est rivé 80% du temps chez lui devant un écran, il suit les ventes en direct, des petites boîtes qui s'affichent sur la fenêtre de l'écran, vous l'avez compris, hein, carton, boîte, y compris donc sur le cadre de cet internet qui dirige sa vie. Kurosawa continue son idée de surcadrage, mais même j'ai envie de dire ici d'emboîtement, d'enfermement des personnages, surtout donc du principal, dans cette idée que cet appât du gain absolu dans ce monde 2.0, dans ce cloud, ne peut que enfermer encore plus et donc aspirer toute humanité. Et tout ce qu'il y a autour, c'est pareil. Parce qu'au final, la petite amie, à un moment, bah, on la sent quand même un peu vénale, donc elle le laisse dans ce délire. On a le jeune assistant qui est engagé là et qui prend, on va dire, Ryosuke Yoshii comme exemple. Il est hyper dévoué, ça en est très flippant hein, directement. C'est un personnage très kurosawesque qui va avoir évidemment son évolution, et tous les gens autour ne pensent que, une fois à côté de la plaque ou laissés de côté, se venger, et eux aussi peuvent utiliser ce monde 2.0. Ça parle de streaming à un moment, de vengeance, où on pourrait avoir même un sacrifice, un rite absolument incroyable. Je n'en dis pas plus sur ce point, enfin incroyable, pas tant que ça, mais qui ramène à des instants obscurs de l'humanité, au temps de ce Moyen-Âge où la modernité pouvait faire flipper et était rejetée. C'est intéressant ça aussi, parce qu'il y a un discours à double tranchant, soit on l'accepte, soit on la rejette, la modernité, mais alors à quel prix parfois si on ne fait pas attention. C'est-à-dire que Kiyoshi Kurosawa ne va pas non plus faire un pamphlet contre Internet, non, c'est plus contre ce monde qui utilise Internet à son escient pour encore plus accélérer la descente aux enfers et la perte d'humanité globale. Donc c'est passionnant ça. Il y a cette partie de chasse aussi à un moment, alors j'en dis pas plus, je reste vague, mais ça fait écho donc à cette finalité un petit peu fusillade, voire quasi guerrière. C'est vraiment fou quoi. Il y a même de la mort gratuite à un moment, on ne s'attend pas à celle-ci. Bref, Kurosawa déroule, hein, et dans sa thématique c'est fascinant et c'est toujours super bien réalisé, donc dans l'utilisation des cadres et le temps des scènes aussi. Par exemple, il prend le temps, à un moment, de montrer notre personnage principal seul avec ses cartons. Il ne se passe pas grand-chose, mais il est là. Il est dans son monde complètement vide, loin des humains, et avec ce qui symbolise face à lui la potentielle richesse qu'il est en train d'amasser. Et pourtant, il vit dans une magnifique maison, là, mais bon, c'est juste un écrin, quoi. Il n'y a rien, des coquilles, tout simplement. Et spoiler, donc, parce que ça finit super mal, cette histoire. Déjà, donc, il y a la partie de chasse, il se fait kidnapper par des gens, donc, qu'il a côtoyé avant, hein, son ex-patron, son ancien pote aussi, avec qui il jouait, et qu'il a un petit peu, on va dire, initié à ce monde du business. Il y a aussi les clients du début, enfin le mec en tout cas, pas son épouse, qui revient là à la charge. Il y a le mafieux, il y a quelqu'un qui est aussi victime indirectement de ce mafieux. Il va porter un masque d'ailleurs. C'est très étonnant d'ailleurs parce que idée d'identité masquée ou cachée
petite parenthèse, mais sur Internet, forcément, il y a des pseudos, et le personnage principal qui se fait surnommer Ratel, là, le mammifère le plus agressif de la planète, oui, mais bon, peu importe, on retrouvera toujours qui tu es vraiment, ça aussi c'est un message de Kurosawa, ça ne sert à rien de se cacher sur le numérique, et même dans le monde, on lui enlève son masque au gars, et puis on va vite retrouver du coup la vraie identité de notre personnage principal, puisqu'il va se faire retrouver et chasser ainsi. Et d'ailleurs, pour eux, c'est quasiment un jeu, il y a cette histoire de jeu, let's have fun, qu'ils disent à un moment. Il y a un moment, donc ils jouent à un jeu de société, les jeux en ligne. Il y a une idée derrière, c'est que dans ce monde complètement déstructuré d'humanité, on va même jouer avec la vie des autres. Il n'y a plus de conséquences. Un jeu qui terminera mal, évidemment. Et un double jeu aussi de son jeune assistant, Sano, donc qui est viré, hein, parce qu'il met le nez dans l'ordinateur donc de Yoshi. Mais à un moment, il va revenir vers celui-ci. On ne sait pas trop s'il aide les assaillants, la vindicte populaire, voilà, les inquisiteurs, ou s'il va aider Yoshi. Bon, la réponse est très rapide. Hein. Il va donc l'accompagner et le sauver en les tuant les uns après les autres. Ensemble d'ailleurs, ils vont les abattre parce que finalement, ce jeu mène à la mort. Il n'y a plus d'humanité, donc on peut tuer. C'est pas bien grave. Hein. Ces gens-là ne savent plus trop ce qu'ils font. Mais alors, celui qui a le plus d'ambition au final, quand bien même Yoshi, il en est énormément, mais lui, il va avoir une fracture, j'y arrive, et ben c'est Sano, ce jeune-là, qui, en fait, pourrait être l'enfant, le rejeton ultime de ce monde néo-capitalisto, super ultra moderne et libéral. Et lui, on parle même plus d'humanité, on se demande si c'est pas vraiment une entité, donc... techniquement, l'allégorie même de ce monde 2.0 hyper rapide qui va encore plus loin, donc dans l'argent et l'ambition, mais presque, celui qui va amener Yoshi jusqu'aux portes de l'enfer. Tant qu'il va loin, le jeune Sano, il va même abattre de sang-froid ultimement la compagne Akiko qui revient, parce qu'elle essaye de sortir Yoshi de cette logique capitaliste, il commence à douter, bam, il arrive, headshot. Et ce qui est terrible, c'est qu'il va avoir la seule émotion du film, Yoshi, c'est quand il va se rendre compte qu'elle est morte. Mais Sano est là et va essayer de dire à Yoshi, continue, c'est important de gagner de l'argent, quitte à mettre le monde à feu et à sang, créer la fin du monde peut-être. Et Kurosawa réinjecte son idée d'apocalypse qu'il avait déjà traitée à la fin de Kairo, bien sûr, mais aussi dans Vaine Illusion, ou plus ou moins dans Charisma, cette idée que là, on s'avance vers donc quelque chose qui annonce les ténèbres. C'est comme ça que le film se termine, et on vire vers le fantastique. Dans la voiture, les nuages sont très noirs, et Rétribution aussi, il y avait cette idée de s'obscurcir dans le ciel dès qu'on perd complètement pied. Mais là, le réel s'est déjà dissous dès le début du film au final, dans cette virtualité et cette idée du tout pour le profit qui déconnecte de toute façon de cette réalité, donc virtuelle réalité évidemment, approfondissement absolu de l'apocalypse par cette société qui est de plus en plus incontrôlable. Le cinéma de Kiyoshi Kurosawa continue de s'obscurcir et de s'assombrir, évidemment, avec ce Cloud. Je ferme la zone spoiler. C'est quand même très riche hein, comme film. Tout comme Chime, hein, évidemment, hein, de la semaine dernière. Mais bon, celui-ci, je le trouvais plus radical, plus subtil, plus philosophique, plus métaphysique encore. Là, je l'avoue, Cloud, il l'enferme un petit peu dans une surintention, mais je pense que c'est en lien avec le format du film et ce qui s'y passe. C'est comme d'ailleurs pour Chime, où on pouvait reprocher cette brutalité de fin, que c'était pas assez développé justement dans l'intrigue et tout. Là, il renverse l'idée, il fait un anti-Chime, en allant trop loin peut-être sur certaines scènes et sur certaines, on va dire, intentions de surlignage, hein, tout simplement. Il fait durer la pré-conclusion de trop, avec trop de temps donné à l'action, tuer un par un ces inquisiteurs, c'est pas très important et intéressant ça. L'intérêt c'est le final et tout ce qui est arrivé avant, cette construction. Tant et si bien que ce Cloud pour moi donc reste hyper intense et impressionnant sur beaucoup de points. Il est dans la totale lignée de ce que Kurosawa a pu faire, du moins de ce que j'ai vu, parce qu'il me manque quand même ceux entre Tokyo Sonata et donc avant Chime. Et oui, il m'en reste beaucoup à découvrir. Mais on sent d'ailleurs le cheminement. Là, on est dans une certaine radicalité,
mais c'est vrai en miroir de Chime, et c'est intéressant ça, hein. Chime, Cure, Cloud, Cairo, bon bah de toute façon, toute l'idée kurosawesque du monde qui nous entoure à travers son cinéma est ici de toute façon diaboliquement mise en place et mise en scène pour le plaisir des fans de cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film qui risque d'être bizarrement plus résistant que Chime sur le papier, mais qui pourrait être plus apprécié. À voir, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!